La Cour internationale de justice qui traite les différends entre États a parlé de risque de génocide. Alors rappelons-le, en termes de justice internationale, la qualification de complicité de génocide peut s'appliquer à l'inaction et à ses conséquences. Nous sommes ici ce soir, comme nous sommes dans la rue chaque samedi depuis octobre, pour exiger la mise en œuvre de pressions urgentes et déterminantes sur Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite. Nous commémorons également les 2 ans passés de quelques jours de l'entrée des forces russes en Ukraine. Poutine espérait sans doute faire tomber Kiev en 8 jours, mais il n'était pas difficile de prévoir que les forces terrestres russes, telles que nous les connaissons, se trouveraient en difficulté si elles faisaient face à une résistance déterminée. Et ce fut le cas. Mais Poutine, à la tête d'une Russie seulement capable de produire des obus et de la chair à canon, ne le ressentait pas comme un problème majeur. En s'inscrivant dans la durée, son assaut colonial et impérialiste atteignait le but de déstabiliser l'Europe, de créer des dissensions et de la plonger dans une économie de guerre. C'est ainsi que des enjeux européens de souveraineté et de puissance font peu à peu oublier un peuple qui se bat, qui envoie ses jeunes au front, qui subit la destruction de ses villes. Et par exemple, Odessa a encore été bombardée la nuit dernière avec de nombreux morts et blessés. Et lorsque ces villes sont occupées, les exactions dont sont capables les soldats russes. Conscients de la nécessité d'un vrai rapport de force avec Moscou, nous sommes aussi convaincus que le but à atteindre est la fin de la guerre, mais pas au profit de l'annexion, et nous réaffirmons notre solidarité avec une population victime d'exactions, et là encore, notre présence sur le terrain en tant qu'association de solidarité internationale, et bien sûr, je pense aussi à Solidarité citoyenne franco-ukrainienne. En mars 2011, il y a 13 ans, dans le sud de la Syrie, puis à Alep, Homs, Hama, la population se soulevait contre une dictature déjà vieille de 40 ans, qui venait de montrer qu'elle n'hésitait pas à exécuter des enfants pour avoir tagué sur les murs. La réponse meurtrière du régime à des rassemblements pacifiques allait plonger le pays dans une guerre au cours de laquelle seule l'intervention de la Russie allait permettre à Assad de se maintenir en place. Plusieurs centaines de milliers de morts plus loin, la moitié de sa population ayant quitté le pays, la moitié des résidents encore en Syrie déplacés, la quasi-totalité tributaire de l'aide humanitaire. Là encore, c'est l'humanité, la dignité qui se perdent lorsque les survivants d'Idlib n'ont plus ni sécurité ni avenir, lorsque chaque famille compte des morts, des disparus, lorsque l'histoire, les références, l'état civil sont détruits, lorsque les geôles d'Assad continuent à tuer. Et que penser lorsque ce tyranno cruel et borné se met en valeur à la suite du tremblement de terre de février, radieux et souriant dans les ruines d'Alep? L'appui apporté par la Ligue arabe lui offre l'occasion de se mettre en valeur tout en détournant l'aide. Le voici d'ailleurs de nouveau adoubé par la dite Ligue, certainement craintive du pouvoir que lui donne l'économie du Captagon. Le Captagon, cette amphétamine dont la Syrie arrose son voisinage, ouvrant ou fermant le trafic à son bon gré. Si nous n'y prenons pas garde, demain, on verra Assad de nouveau reçu dans les capitales occidentales. Aussi incroyable que cela paraisse, l'opposition à ce régime inique n'est pas morte. Des gens descendent encore dans la rue et s'y font encore viser par les snipers. Il reste à rappeler à nos pays ou encore aux institutions européennes qu'il existe toujours une région, la poche d'Idlib, qui échappe au régime, où se trouvent des millions de déplacés, où les bombes tombent encore occasionnellement pour parfaire les ravages du tremblement de terre. L'ignorer n'est pas un choix, c'est une erreur aux conséquences humaines dramatiques et dont l'impact
à moyen et à long terme est imprévisible. Là encore, nous sommes sur le terrain et nous y resterons jusqu'au bout. Les ONG ont aussi le rôle du témoignage, de la vigilance, et c'est un rôle irremplaçable. La maternité que nous y avons créée en 2015 fait face à des difficultés de tous ordres, mais elle est toujours ouverte et elle le restera. Merci de votre présence aux événements de la quinzaine syrienne et ukrainienne 2024, dont nous allons vous présenter le programme. Et puis, bien sûr, il y a aussi un temps de parole pour toutes celles et ceux qui le souhaitent et nos amis de l'association citoyenne franco-ukrainienne. 11 ans pour la Syrie, 2 ans pour l'Ukraine. Quand va-t-on sonner la fin de ces abominations, de ces destructions, de ces exactions? Quand ces peuples vont-ils pouvoir reprendre leur vie? Pourquoi est-il si important de ne pas les oublier, ni les gommer de nos mémoires? L'histoire est un éternel recommencement qui, malgré les alertes, les cris, les contestations, se reproduit implacablement. Les crimes internationaux sont d'une nature si grave qu'ils constituent une atteinte à toute l'humanité, justifiant des mesures exceptionnelles. Parmi elles, le principe juridique de compétence universelle, fondé sur l'idée que la lutte contre l'impunité n'a pas de frontières, ce qui signifie que l'État est compétent pour la poursuite et le jugement d'une infraction lorsque celle-ci n'a pas été commise sur son territoire, qu'elle a été commise par une personne étrangère ou à l'encontre d'une victime étrangère et sans que cet État soit la victime de l'infraction. Amnesty International met tous ces documents à la disposition des États qui exercent la compétence universelle et milite pour que la France mette en œuvre son activation. La nécessité de briser le cycle d'impunité et de réaffirmer la prééminence du droit international n'a jamais été aussi impérieuse en Syrie, en Ukraine comme en Palestine. Donc samedi, premier rendez-vous, 14h30, devant l'ancienne maison de la culture, là-bas, pour effectivement le rassemblement et peut-être une manifestation, si nous sommes assez nombreux, pour le peuple palestinien. Puis à 17h, à la galerie Pictura, vernissage de notre exposition qui va donc confronter les peintures de Phil Walker, ici présent. Il est où? Il est caché derrière. Il tient son tableau. De Phil Walker, que vous connaissez effectivement pour son engagement, et de Nour Assalia, qui est donc une artiste syrienne. Ensuite, vous aurez rendez-vous mardi 19 mars à 18h30 à l'amphithéâtre du Muséum d'Histoire Naturelle. Et là, c'est Suzanne Allan, qui est une documentariste franco-syrienne, qui viendra vous présenter 3 documentaires. Le premier, qui est donc consacré à la situation actuellement à Idlib. Vous suivrez une personne qui aide les gens dans les camps, qui aide les gens qui arrivent à Idlib, et vous suivrez cette personne pendant 30 minutes. Ensuite, ce sera l'enfance à Idlib, enfance brisée, des enfants qui sont obligés de travailler dès 8 ou 9 ans pour pouvoir assurer le pain dans la famille, parce que le père est dans les geôles de Bachar el-Assad, ou bien il a tout simplement été tué. Et puis on terminera, évidemment, par ce rapport entre la Syrie et l'Ukraine, où vous verrez des combattants syriens qui sont liés aux Ukrainiens par Internet, mais simplement aussi dans leurs manifestations, qui n'oublient pas l'Ukraine, et vous les verrez avec, aux côtés, le drapeau ukrainien et le drapeau syrien dans les ruines d'Idlib.
Nous continuerons ensuite le voyage avec le mardi 25 mars. C'est Firas Konta qui viendra vous expliquer la situation en Syrie, mais surtout l'histoire de cette dictature, les exactions, attention, des images très fortes. Alors, il y aura une signature de livre. Hein. Effectivement, il y a son livre, effectivement, la Syrie, la révolution impossible, qui sera disponible à la vente ce soir-là, et puis il nous fera le plaisir de la dédicacer. Ça se passera, ça, à l'amphithéâtre des archives départementales, que vous connaissez bien aussi. Tiens, là, nos copains. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Waouh! Ouais, justice. Voilà. Nous avions proposé aussi une exposition à la Maison de la Culture, mais ça n'a pu être fait. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on n'a pas rencontré, disons, une empathie extraordinaire. C'est plus celui d'avant. Ensuite, le 30 mars, nous clôturerons cette quinzaine au Théâtre Jacques Coeur avec le trio Mehdi Chaïb, donc 3 musiciens extraordinaires qui vous feront vivre évidemment une ambiance de ces pays-là. Il y aura une exposition itinérante, effectivement, dans tous les lieux où on va aller, que ce soit au Muséum d'Histoire Naturelle ou que ce soit à l'amphithéâtre des archives départementales ou bien au Théâtre Jacques Coeur. Vous aurez donc 15 dessins de presse en exposition. Cette exposition va tourner comme ça. Et sur cette exposition-là, nous allons y greffer, y installer aussi des photos de Gaza, des photos de ce que nous faisons à Gaza. Et là, et prévoyez des mouchoirs dans vos poches.